nos enfants écoutent les histoires que nous lisons. Et si nous écoutions les leurs? Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula en devenir. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. C'est parti, détends-toi et laisse-toi bercer. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode à nouveau particulier pour moi puisque j'ai le plaisir de recevoir une autre de mes sœurs pour ceux qui nous suivent. J'avais déjà accueilli Camille sur un premier épisode et j'ai la chance d'avoir Élise aujourd'hui, jeune maman, pour la première fois il y a à peine 2 mois, qui va venir nous raconter son histoire. Coucou Élise, comment tu vas? Coucou tout le monde, je vais bien, mieux, de mieux en mieux, mais ça va très Ouais. bien. Ouais. Bon. Eh ben, c'est super, comme d'habitude, et je la remercie. On a Lindsay qui est avec nous en backup. Coucou Lindsay, comment vas-tu? Salut, ça va bien? Merci. Bon, super. Alors, pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs, Élise a 29 ans, elle est en couple avec Charles depuis 3 ans, et ensemble, ils sont les heureux parents de Gabriel. Merci Élise d'avoir accepté de venir partager ton histoire. Si tu veux bien, je te propose de démarrer peut-être par le désir d'enfant, nous dire voilà à quel moment et comment ça s'est passé quand vous avez décidé de fonder une famille, et puis d'enchaîner avec le contexte un petit peu particulier de ta grossesse dont tu nous as parlé avant cet enregistrement, si c'est OK pour toi. Ok. Alors, avec Charles, on est en couple depuis donc 3 ans, comme tu l'as dit, et c'est quelque chose, le désir d'enfant, qu'on a abordé assez rapidement au début de notre relation, parce que effectivement, j'ai 29 ans et que moi, je savais déjà ce que je voulais. Et Charles, malgré qu'il ait 25 ans, était déjà aussi prêt à envisager la question. Donc, on en a parlé rapidement. On a quand même pris le temps de mettre en place une situation qui s'y prêtait, enfin qui prêtait l'accueil d'un bébé, en tout cas, parce que c'est vrai que ça demande quand même une sacrée organisation et une stabilité financière. Et donc, quand on a atteint cet objectif dans notre vie, on s'est dit, bah allez, pourquoi pas, on en avait très envie. Donc, et moi, c'est quelque chose que je désire depuis très très longtemps, depuis très jeune. Après, la vie fait bien les choses quand même parce que je suis contente de l'avoir eu un peu plus tard que ce que je voulais parce que c'est vrai que ça demande une certaine maturité et ça bouleverse une vie en fait. Donc finalement, 29 ans, je trouve que c'est, en ce qui me concerne, un âge plus propice que 20, 22 ans. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai décidé de retirer mon stérilet, c'était en octobre dernier. Et je suis tombée enceinte, enfin en octobre, pas là, parce qu'évidemment il était déjà né, mais octobre 2024. Et je suis tombée enceinte rapidement derrière en décembre. Ça s'est fait très très vite. Mais le contexte donc un peu particulier, c'est que je venais juste de me mettre en arrêt de travail pour burn-out. Et donc j'ai commencé ma grossesse dans un contexte un peu stressant parce que j'avais quand même le côté travail, bah, ça me travaillait beaucoup, j'étais pas très bien moralement. Mais j'arrivais quand même à dissocier les deux. Et c'est vrai que de tomber enceinte, ça m'a donné un nouveau souffle, en tout cas un nouvel objectif dans ma vie, un nouveau projet. Et ça m'a aidé quand même à traverser cette période de burn-out. Et du coup, Hmm. j'ai dû enchaîner tous les rendez-vous médicaux avec les psychologues, les psychiatres, tout ça, dans le cadre du burn-out. Et j'ai été jusqu'au licenciement, du coup, pendant ma grossesse, ce qui m'a permis de m'enlever un poids sur les épaules parce qu'après j'ai pu profiter pleinement de cette période de ma vie et en plus j'ai eu la chance de la vivre à la maison, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hmm. Donc je vois ça comme une chance. Ouais, tu vois ça comme une chance, donc ça veut dire que finalement tu as apprécié ces moments toute seule, malgré que tu Ouais, sois en burn-out, ça t'a pas ouais, plongé encore plus dans une solitude, mais la grossesse t'a apporté un regain d'énergie, un regain de ouais, positivité. exactement. Ok, bon, chouette. Ouais. Du coup, donc la grossesse s'installe. Est-ce que à ce moment-là, vu que ton désir d'enfant il date d'un moment, tu avais déjà réfléchi à comment tu voudrais être accompagnée, par qui, ou est-ce que tu voudrais accoucher? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà de ton suivi durant cette grossesse? Et bien alors paradoxalement,
Pas du tout. Je m'étais jamais posé la question. En fait, c'est pour ça que je dis que je suis contente d'être tombée enceinte aussi tard dans ma vie parce que en tout cas, j'avais pas du tout réalisé tout ce que ça impliquait de tomber enceinte. En fait, c'est pas juste tomber enceinte, c'est tout ce qui se passe autour, effectivement, de se poser la question de savoir où on veut accoucher, dans quelles conditions, à qui on veut faire appel, tout ça. Vraiment, je suis tombée enceinte et je me suis dit, bon, bah alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Je me suis posé les questions à ce moment-là. Heureusement, j'ai des sœurs qui sont passées par là et notamment Camille qui avait accouché il y a peu. Et du coup, j'ai pu lui poser quelques questions, mais sinon, j'ai vraiment commencé mes recherches ici et je me suis laissée guider par ma sage-femme, parce que j'ai fait appel à une sage-femme pour le suivi de ma grossesse. Et c'est elle, en fait, qui m'a rassurée, qui m'a dit, t'inquiète pas, je te guiderai étape par étape, je t'accompagne, tu louperas rien. Et puis, elle m'a accompagnée aussi sur ma réflexion par rapport à l'endroit où je voulais accoucher. Et voilà, tout simplement. Et avec le recul, tu dis que effectivement, tu as été bien accompagnée, tu estimes n'avoir rien loupé et avoir eu toutes les informations que tu aurais voulu. Oui et non, parce qu'à la fois, j'ai été bien accompagnée pas à pas au moment où j'en avais besoin. Mais par contre, il y a des choses que j'aurais aimé, sur lesquelles j'aurais aimé me renseigner avant la grossesse, notamment le premier trimestre, que je trouve particulièrement difficile. Et c'est des choses je trouve dont on ne parle pas assez, auxquelles on n'est pas préparé. Alors heureusement qu'on a les réseaux sociaux aussi, parce que c'est vrai qu'en faisant des petites recherches, après je me suis rendu compte que j'étais pas la seule dans ce cas de figure. Mais il y a des petits trucs quand même. Après, je pense qu'avant de les vivre, on peut pas vraiment se rendre compte. Mais il y a des trucs sur lesquels je me suis dit, ah, c'est vraiment. Enfin, je veux dire, on raconte les grandes lignes, quoi, dans la vie de tous les jours, alors qu'en fait, quand tu le vis, c'est vraiment différent, quoi. Puis c'est différent d'une femme à l'autre, finalement. Et est-ce que tu as des exemples de ces choses qui t'ont dérangé? Par exemple, pendant le premier trimestre, les nausées. Alors, je savais qu'il y avait des nausées au premier trimestre, mais moi, j'ai l'habitude d'avoir des nausées au quotidien, dans ma vie de tous les jours, donc je m'étais dit, ah, ça va. Et en fait, c'est pas des nausées, c'est un état de mal-être constant. En tout cas, je le décris comme ça, Hmm. vraiment très particulier, très propre à la grossesse. Et bon, après, c'est difficile de le décrire quand tu le vis pas, hein, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai très, très mal vécu. Et la fatigue qui te tombe dessus au début. Enfin, voilà, ça a été vraiment des trucs. Je pensais pas que c'était aussi dur le premier trimestre, vraiment. Alors après, comme j'étais pas très bien au niveau psychologique par rapport au travail, je sais pas trop si je peux le dissocier de la grossesse ou pas. Je verrai, je comparerai avec une prochaine grossesse. Mhm. Et après, non, les autres points, enfin, les autres symptômes, je les ai trouvés, enfin, ça, bah, c'était supportable, la poitrine qui grossit, bon, bah, ça, on a l'habitude aussi toute l'année. Enfin, personnellement, ça a été gérable. Mais ouais, c'est vrai que enfin, les petits symptômes comme ça, un peu difficiles du premier trimestre, ils sont un peu durs, ouais, à vivre. Et à ce moment-là, à qui est-ce que tu as partagé cette difficulté? Est-ce que tu t'es rapproché de ta sage-femme? Est-ce que, comme tu étais en burn-out et donc tu suivis aussi pour cette raison-là, est-ce que tu pouvais exprimer à quelqu'un ce que tu Ouais, ressentais? ouais, du coup, j'en ai parlé alors à mes sœurs, du coup, dont toi. J'en ai parlé à ma sage-femme qui m'a aussi rassurée en me disant que c'était normal, tout ça. Et ma psychologue aussi qui me suivait à ce moment-là pour mon burn-out. J'en ai profité aussi pour me faire un peu accompagner sur les débuts de la grossesse. Donc j'étais plutôt bien entourée quand même, ça va. Et ça t'a aidé, tu dirais Ouais, aujourd'hui? oui quand même. Ça Ok. m'a permis de l'extérioriser. Il y avait mon conjoint aussi hein, qui était très présent, très compréhensif. Mhm. Et encore une fois, la chance de pouvoir me reposer à la maison, malgré le contexte. Je préférais vivre ça chez moi, dans mon confort, qu'au travail. Je ne suis pas sûre que j'aurais pu assumer ça au travail. Voilà. Mhm. Ok, donc ce premier trimestre, c'est pas donc celui que tu retiendras comme le plus Non, agréable de ta grossesse, de ce qu'on non. comprend. On va avancer donc un petit peu. Deuxième trimestre, troisième trimestre, est-ce qu'il y a des choses particulières que tu aurais envie de partager et de nous raconter? Comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y a eu les nausées se sont calmées? Est-ce Oui. qu'il y a eu d'autres symptômes? Bah non, j'ai pas eu de chance sur les nausées. Elles m'ont suivie jusqu'au bien cinquième mois de grossesse. Et en fait, j'ai eu des épisodes de vomissements jusqu'à la fin. Alors, c'est pas tout le monde.
pour celles qui écoutent, rassurez-vous. Mais et puis c'était ponctuel, hein, c'était quand même pas tous les jours, mais ouais, régulièrement jusqu'à la fin, j'ai eu des petits épisodes de vomissement et ça, c'était des trucs, vraiment le dégoût, des odeurs, de ton quotidien en plus. Malheureusement, c'est Mm. ta maison qui sent comme ça, donc tu peux pas, faire autrement. Mais ça, c'était très dur jusqu'à la fin. Après, non, j'avoue qu'à partir du cinquième, sixième mois, j'ai commencé à vraiment apprécier ma grossesse jusqu'au huitième. J'ai bien profité de l'été, j'ai commencé à aimer mon corps, aimer comment je m'habillais. Malgré que tu grossis, en fait, je me suis trouvée belle. Les cheveux Mm. qui sont beaux, je prends le temps de me faire les ongles. Du coup, j'ai commencé vraiment à pouvoir sortir de chez moi. C'était chouette, quoi. J'ai vraiment apprécié. Jusqu'au huitième où après, tu commences un peu à en avoir marre parce que tu n'arrives plus à t'habiller, tu n'arrives plus à te déplacer, tu as mal partout. Mais globalement, franchement, enfin, quand on est dedans, on se dit, ah, j'en ai marre, mais franchement, en y repensant, j'ai vraiment adoré ma grossesse. Vraiment, Mm. Ouais, ouais. chouette. Ouais, ouais. Donc du coup, pendant cette deuxième phase et puis ce troisième trimestre, on se questionne sur l'accouchement, sur où est-ce qu'on accouche, comment ça va se passer. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu avais choisi, toi, du coup, avec l'accompagnement de ta sage-femme? Quelle décision vous avez prise, toi ou toi et Charles, du coup? Alors Charles, lui, s'est plutôt laissé guider parce que Mhm. pareil, il était dans le flou. Et sur les conseils de notre sage-femme, par rapport à ma situation donc de burn-out, il faut savoir que j'étais sous antidépresseur du coup compatible avec la grossesse. Mais étant donné le contexte, elle nous a conseillé quand même d'aller au CHU, alors soit de Montpellier, soit de Nîmes, euh, pour la prise en charge notamment post-partum, enfin du coup juste après la naissance du bébé, si jamais il y a des complications au niveau respiratoire, parce que il y a quand même a priori pas du tout de risque pour le bébé par rapport aux antidépresseurs, mais il y a quand même une petite surveillance saturation, éveil juste après la naissance. Et on va le voir ensuite. On a bien fait d'aller au CHU. Voilà, donc on est parti sur le CHU de Montpellier, du coup. Ok. Comment tu vas te préparer à cet accouchement? Et puis peut-être on va enchaîner sur comment ça va arriver. Est-ce que tu perds les os? Est-ce que c'est des contractions? Mmh. Moi, j'ai idéalisé le truc toute ma grossesse. Je voulais un truc physio, naturel, pas de péridurale, salle nature si possible, ou alors au moins pouvoir bouger dans la chambre. Je voulais vraiment laisser mon corps faire les choses dans la mesure du possible, parce qu'en fait, on comprend ensuite que on laisse surtout faire la nature, quoi. Et du coup, je me mettais pas trop la pression, enfin, je mettais pas trop la pression. Je me disais, je fais confiance à mon corps et à mon bébé, ils savent faire, ça va bien se passer. Et j'ai quand même fait en parallèle des cours de préparation à l'accouchement avec ma sage-femme qui m'ont plutôt bien aidée. Et j'ai fait aussi beaucoup de recherches sur les réseaux avec des vidéos de yoga, d'étirements pour préparer le corps, le bassin, le bébé qui descend dans le bassin, tout ça. Donc, j'avais pas trop d'appréhension jusqu'à la 40e semaine. Quand je m'approchais du terme, en fait, je me disais, bon, en fait, ça va pas venir avant. Bon, bah, ça vient pas au terme. Et en fait, même après, ça vient pas. Donc, je me disais, bon, bah, il a pas envie de sortir, ce bébé. Et c'est vrai que là, tu commences, en plus d'en avoir marre, tu te dis, bon, il y a peut-être un problème, je sais pas. Comme c'est ton premier, tu sais, voilà. Donc là, je commençais à me poser pas mal de questions. Je commençais un petit peu à en avoir marre et j'en ai parlé du coup à ma sage-femme qui m'a aussi rassurée en me disant que notamment pour les premiers, c'est un peu dur. Enfin, c'est toujours un peu long, quoi. Et qu'en fait, il faut essayer de lâcher prise un maximum, même si c'est facile à dire, quoi. Voilà. Ok. Donc du coup, on est à 40 semaines passées, l'impatience Ouais. arrive. Et comment bébé va annoncer son arrivée? Qu'est-ce qui va se passer jusqu'à l'accouchement? Tu peux nous raconter ton Alors, récit. je dépasse donc le terme. Donc, je prends des rendez-vous au CHU pour surveiller l'évolution du placenta et comment va bébé. Je fais un premier rendez-vous en hospice de jour. Et j'avais rendez-vous 2 jours après pour un deuxième rendez-vous de contrôle. Donc, je rentre le soir du premier rendez-vous avec Charles. Rien. Je vais me coucher tant bien que mal. Et le lendemain, donc tous les jours, hein, j'allais marcher dans la forêt, je montais des côtes. Enfin, j'étais quand même plutôt active. Et le soir, j'en peux plus. Je me mets sur le canapé. Charles me dit, bon, bah, il envoie une photo à son meilleur ami. Il lui dit, bon, bah, il veut pas venir, hein, ce bébé. Et je me lève du canapé pour aller aux toilettes et je fissure la poche des os à ce moment-là. Donc ça coule. Donc là, je me dis, bah, première réflexion, je me dis, bon, bah, je suis en train de me faire pipi dessus, quoi.
Et en fait, non, on avait quand même un petit doute parce que c'était un peu coloré, mais je me suis dit, bon, bah, je vais quand même appeler la maternité pour voir ce qu'ils me conseillent de faire. Évidemment, ils m'ont dit, bah, dans le doute, en fait, on peut rien vous dire au téléphone. Dans le doute, il vaut mieux venir contrôler. Et moi, je savais que on avait un petit peu de temps, même après la fissure enfin, même après le fait de perdre les os, qu'on avait un petit peu de temps pour se rendre à l'hôpital. Donc, Charles, qui commence un petit peu à s'exciter, il me dit, oula, il faut prendre tous les affaires, il faut y aller. Je lui dis, tranquille, on va s'arrêter prendre McDo, on va prendre notre temps avant d'aller aux urgences. Comme ça, on mange un petit peu parce qu'après, moi, peut-être, je pourrais plus manger. Donc, on s'arrête au McDo, on prend notre temps, on arrive au CHU, on va aux urgences. Elles me font le petit test là pour savoir si c'est effectivement du liquide ou pas. Il s'avère que c'est bien du liquide. Et là, je commençais à avoir des petites contractions qui étaient un peu plus intenses quand même que la fin de la grossesse, mais je sentais que c'était pas le travail, quoi. Comme j'ai fissuré, du coup, je suis obligée de rester sur place. Donc, on me monte en chambre. Et donc, la première nuit à l'hôpital avec Charles, dans le service des suites de couches, où j'ai un peu de contraction, mais ça va. Donc, on dort tant bien que mal là-bas. Le lendemain, j'ai toujours des contractions, mais pas plus. Et entre-temps, on m'a mis sous antibio parce que quand on est fissuré, il y a un risque infectieux. Donc, on me met sous antibio toutes les 4 heures ou toutes les 8 heures, je sais plus. Voilà, donc on passe la journée à se balader, on fait le tour du CHU pour essayer de lancer un peu le truc. Les contractions qui s'intensifient un peu, donc je me dis, bon, bah allez, ça a l'air de fonctionner quand même et tout. Et en fait, les suites de couches me disent, il faut attendre le soir même pour faire un examen du col parce qu'on ne fait pas en service. Donc j'attends toute la journée pour savoir où j'en suis. Entre-temps, le dernier examen, j'étais à 2, je crois. Enfin, à peine, quoi. Il commençait un peu à s'ouvrir mon col. Et donc le soir venu, je descends dans la salle pour l'examen. La fille me dit, bah vous êtes toujours à 2. Donc là, je lui dis, comment ça, je suis toujours à 2. Toute la journée, j'ai contracté, ça commence un petit peu à faire mal quand même et tout. Bref, donc elle me dit, bah, sur décision de l'équipe médicale, on va vous mettre sous médicaments pour déclencher l'accouchement. Parce que ça commence à faire, ça faisait 24 heures que j'avais fissuré, donc là, le risque infectieux commençait à être un peu plus important. Donc je commence la cure des médicaments à 20 heures le lendemain. Et donc, toutes les 4 heures, à partir de là, je dois prendre 3 médicaments. Donc, toute la nuit aussi. Cette nuit-là, Charles rentre chez un copain qui habite à côté du CHU pour se reposer parce que lui il dormait sur une chaise d'hôpital. Et puis pour se laver, prendre des affaires, parce qu'en fait, on avait pris des affaires pour moi et pour le bébé, mais pas pour lui. Et le lendemain, il revient. Moi, toute la nuit, j'avais contracté pas mal quand même. Donc, je me disais, waouh, là, c'est sûr que ça a avancé. Examen de la sage-femme, je suis à 3 centimètres. Je me dis, ah, c'est pas possible, il va falloir que ça avance un peu plus vite. Là, je vais pas supporter les contractions comme ça pendant X temps. Donc, je continue les médicaments. Le lendemain, Charles donc revient à l'hôpital. On se rend compte que j'ai pas beaucoup avancé dans l'ouverture du col, donc on me propose de prendre une douche chaude pour essayer d'avancer un peu le travail. Donc je prends une douche chaude, effectivement ça fait un peu du bien, mais bon, c'est pas trop ça. Les contractions s'intensifient toute la journée. J'essaye de continuer à marcher. Arrivé le soir, j'arrive à accéder à la salle nature, enfin en tout cas une salle avec un bain. Donc je prends le bain chaud et il faut savoir que dans l'accouchement physio, le bain chaud c'est une des dernières alternatives antalgiques. Donc la sage-femme elle m'a dit on va essayer d'attendre le plus possible parce que si ça vous soulage plus après, ce sera plus possible quoi. Donc je rentre dans le bain, effectivement ça fait un bien fou et là les contractions deviennent vraiment vraiment très importantes. Et entre-temps, je me fais encore ausculter, je dois être à 4 centimètres, quoi. Ça avance vraiment tout doucement. On est déjà à 2 jours de travail, quoi. Donc j'essaye de tenir un maximum à ce moment-là. Charles, il vit un des moments les plus traumatisants de sa vie, je pense, parce qu'en tout cas, c'est comme ça qu'il en parle. Parce que moi, les douleurs à ce moment-là, elles deviennent insupportables parce que ça me prend dans les reins et c'est quelque chose enfin, c'est une douleur qui s'insinue, en fait, qui commence tout doucement et il y a un pic de douleur qui est insupportable. Et ensuite, la douleur, elle passe et ça dure, une contraction dure environ 1 minute. Ça paraît une éternité, quoi. Et j'en ai très, très régulièrement toutes les 3 4 minutes. Et moi, je supporte plus la douleur à ce moment-là. Je supporte plus la douleur et à l'examen, ça n'avance pas. Donc, je suis désespérée. Il est 19h30 le troisième jour à l'hôpital. Je craque. Je demande la péridurale, j'en peux plus. Donc je me dis, bon, allez, je me suis assez battue, tant pis, je prends la péri et on va voir comment ça avance avec la péri. On m'installe la péridurale à 19h30, à 20h, je m'assoupis tellement je suis épuisée de ce séjour.
Donc on est en salle de naissance avec Charles. Donc je suis dans le lit, je dors toute la nuit avec la péridurale, le tensiomètre qui prend ma tension toutes les 15 minutes. Et on me met en place le Synthol ou le Synto, c'est la perfusion d'ocytocine. Parce qu'on me dit que les médicaments n'ont pas suffi. Donc là, on passe à la vitesse supérieure et on me branche la perfusion. On contrôle tout. Ah, oui, dis-moi. Tu veux... Euh, ouais, j'ai une petite question pour suivre un peu tout ça. À chaque fois, on te propose les choses et toi, c'est OK, que Oui, ce soit les médicaments, etc. Et on ouais. t'explique l'étape d'après, Oui, bien en sûr, fait. ouais, j'ai pas Ah, précisé, mais c'est vrai que super. l'équipe du CHU a été hyper compréhensive et super dans l'accompagnement de mon projet physio. Parce qu'ils m'ont Hmm. vraiment proposé étape par étape, alors toujours en fonction de moi et du bébé aussi, bien sûr, mais de mes souhaits, de faire évoluer en fait le plus naturellement possible mon col pour pouvoir permettre au bébé de naître. Avant la péridurale, il m'a à aucun moment été proposé la péridurale si j'en avais pas envie. C'est vraiment moi qui ai demandé à chaque fois. Les médicaments, bon, bah, c'est parce qu'à un moment donné, hein, faut bien, voilà. Et puis le Synto pour la perfusion d'ocytocine, c'est que vraiment ça avançait pas. Donc j'étais d'accord avec chaque étape de l'accouchement, mais par contre ça m'a toujours été proposé avec des explications accompagnées, quoi. Voilà. Hmm, super. Ouais, OK. ouais, ça a été vraiment super bien accompagné. Et donc là, sur la troisième nuit, je suis encore auscultée, j'avance tant bien que mal, mais il y a un moment où bébé fatigue un petit peu. Donc on fait une pause dans le Synto. Et quand on fait une pause dans le Synto, on reprend le dosage à zéro. Donc on repart sur un délai encore, enfin, on repart à zéro, quoi. Donc on en fait une pause, on reprend le Synto toutes les heures, on augmente de 15 milligrammes. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc la journée passe à ce rythme. Donc je m'ouvre tout doucement. Et donc, on fait une pause dans le Synto à ce moment-là. Je peux me lever et déambuler dans la chambre avec la péridurale. Donc, j'en profite pour faire des ballons, des étirements. Encore un petit peu, je m'appuie. Charles, qui est toujours là, hein, qui m'accompagne vraiment très bien dans le processus. Et on décide de reprendre le Synto. Donc, je me rallonge, je fais des petites positions dans le lit et tout. Et à un moment donné, bébé fatigue encore. Repose dans le Synto. Et on décide de me poser ce qu'on appelle le stan. Donc, c'est une électrode qu'on vient mettre directement sur la tête du bébé, en fait, et qui permet de voir son activité cardiaque bien plus précisément qu'en passant avec le monitoring à travers la paroi abdominale. Donc, on repart, on remet le Synto, blablabla et tout. Et à ce moment-là, c'est le troisième jour, fin de journée. Les sages-femmes me disent, bon, on aimerait bien quand même que vous accouchiez avant qu'on finisse notre service à 19h30. Voilà, donc j'avance tout doux, j'avance tout doux. Je crois qu'à ce moment-là, je suis à 7-8 et la sage-femme me dit, bon, on arrive sur le 9. Quand on sera à 9, on va tenter, on va faire une échographie pour voir comment est le bébé dans le ventre, s'il est bien engagé, tout ça. J'arrive à 9 centimètres. Enfin, on fait une échographie et en fait, on se rend compte que bébé, parce que évidemment, avec tout ça, ça suffit pas, que bébé est en position OS, donc ça veut dire qu'il a les yeux orientés vers le ciel alors qu'il devrait regarder vers le bas. Ce qui explique donc les douleurs que j'avais dans le dos, puisque bébé avait le dos contre le mien. Et donc, c'est des douleurs qui sont insupportables. Et en fait, là, la sage-femme me dit, vous êtes à 9 centimètres, on va essayer de retourner le bébé dans votre ventre en passant par le col. Donc, elle appelle la gynécologue de garde qui essaye une première fois. La douleur est insupportable malgré la péridurale. C'est un échec. On essaye une deuxième fois et en fait, bébé fait un quart de tour et à peine est-ce qu'elle lâche la tête qui se remet en position ouest. Hmm. Donc là, elle me regarde, elle me dit, bon, on a dépassé les délais, ça fait 3 jours qu'on essaye. Là, bébé, il commence à en avoir un peu marre. On va partir en césarienne, code vert. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je lui dis, bah là, oui, parce que j'en peux plus. Et je veux que ce bébé sorte, donc tant pis pour le projet, et au moins on aura tout essayé. Et vraiment, comme pour la péridurale, à ce moment-là, je me suis dit, c'est la suite logique. En fait, enfin, j'ai vraiment essayé. J'ai laissé la chance à mon corps, j'ai laissé la chance à Gabriel de faire aussi son petit bout de chemin. Et donc, ça n'a pas marché, donc on y va. Et donc, on part au bloc. Charles s'habille, on m'installe. Et moi, j'avais fait une conisation, c'est une opération du col quand on a un papillomavirus. Donc, j'avais des petits souvenirs du bloc opératoire où j'avais pas trop kiffé ça. Et là, je commence à faire une petite crise de panique. Donc, je me mets à trembler comme une feuille
allongé sur la table. Et en fait, c'est particulier parce qu'il fait froid, il y a plein de monde, c'est une vraie fourmilière, quoi, et tout va très vite. Et à la fois, ils sont encore une fois géniaux parce qu'ils me rassurent. Ils ont quand même, tu vois, ils prennent le temps quand même de me dire, bah là, on s'installe, on fait ci, vous inquiétez pas, vous allez rien sentir. Parce que j'ai eu peur de sentir tout ce qui se passait. Ils ont vraiment été super, donc on s'installe et tout. Et là, ils me disent exactement tout ce qu'ils font. Donc, ils me disent, on ouvre, ça y est, on essaye de faire sortir bébé, nana. Ils sortent le bébé, enfin. Et la première chose que j'entends, c'est «Elle a une grosse tête!» Mais ça, on s'y attendait, hein, on savait. Et j'entends enfin Gabriel pleurer. Et c'est le meilleur moment de toute ma vie. Je l'entends enfin pleurer et c'est extraordinaire. Et il hurle, hein, il hurle, il hurle. Et du coup, on me dit, ah, bah dis donc, il a de la voix, ce bébé. C'est vraiment un moment extraordinaire. Donc, on me l'amène enfin, on le pose un petit peu sur moi. Donc, moi, ça m'a paru encore une fois une éternité hein, d'avoir enfin mon bébé sur ma poitrine. C'était vraiment extraordinaire. Il sentait bon, il était beau. Enfin, c'était génial. Et en fait, à ce moment-là, Charles me dit, ça a été super vite parce que du coup, ils ont pris bébé parce que j'avais un liquide méco, donc il a un petit peu inhalé, il fallait l'aspirer, donc il est parti. Ils sont partis avec le bébé. Ils ont dit à Charles, désolé, déjà qu'il n'avait pas pu couper le cordon, ils ont dit désolé, on prend le bébé. Et en fait, Charles me dit à ce moment-là, quand il me raconte, il me dit à ce moment-là, j'entends l'équipe dire, il faut qu'on pose une voie d'urgence. Et quand nous, on est du métier, on est infirmier, donc on sait ce que ça veut dire. Il me dit là, j'ai compris que tu faisais une hémorragie. Donc ils m'ont demandé de sortir de la pièce aussi. Et donc, bon, moi, j'étais un peu dans les vapes. Hein. Franchement, j'avoue que je me suis un peu laissée aller à ce moment-là. Si vous voulez, mon bébé est sorti, je savais qu'il allait bien, qu'il s'occupait de lui, et du coup, je me suis un peu laissée partir dans les vapes, quoi. Donc, ils se sont occupés de moi, ils m'ont fait tous les petits trucs. J'ai senti qu'on s'affairait sur mon ventre. Et là, il y a une dame qui revient et qui me dit, bon, vous inquiétez pas, on a mis un petit peu d'oxygène à votre bébé. Elle me montre une photo, elle me dit, vous inquiétez pas, il va bien. On l'a laissé 5 minutes avec le masque, mais tout va bien, il respire tout seul. Votre conjoint est dans une salle, il attend aussi qu'on fasse pour faire le pot à pot avec bébé. Donc, elle me rassure, elle me rassure. Et on finit de me recoudre. Donc, moi, ça me semble pareil, une éternité. Je me dis, oh là là, ouais, ça va jamais être fini. En plus, ça faisait un moment quand même que ça durait, avec l'hémorragie, tout ça. Donc, je commençais à sentir un peu le bas de mon corps et tout. Et puis après, ça a été fini. Donc, on m'a transférée sur le brancard pour aller en salle de réveil. Et on a eu la chance là aussi qu'il y ait personne d'autre avec moi en salle de réveil. Donc, Gabriel et Charles ont pu venir me voir pour faire la tétée d'accueil. Donc, ils sont venus tous les deux. Et on a pu prendre une photo. Donc, il me l'a mis sur mon torse. Et là, j'ai fait la tétée d'accueil avec Gabriel. Et on a passé un petit quart d'heure comme ça, tous les trois. C'était super. Voilà. Et Hmm. ensuite, bah, après, je suis restée une heure, je crois, en salle de réveil, parce que je sentais bien mon corps, tout allait bien. Et je suis remontée en suite de couche, rejoindre mon bébé et mon conjoint. Voilà. Waouh, quelle histoire. Ouais, c'était une sacrée aventure. Hein. Waouh, quel récit, quelle patience. Je trouve dans ton histoire, il y Mm. a quand même beaucoup de douceur. Alors, moi qui te connais, c'est dans ton tempérament aussi, Mm. mais tu aurais pu effectivement en avoir marre bien avant. Et quel courage d'avoir écouté ce corps, ce bébé, d'avoir Ouais. réagi. Et quelle équipe formidable Ouais, oui. qui t'a permis ça Mm. aussi. Donc, merci de ton témoignage parce que ça va faire du bien aussi d'entendre des choses positives dans tout ça. Moi, j'ai un peu d'émotion hein, dans la voix, dans les larmes, J'ai forcément. vu. C'est touchant d'une façon un peu particulière, Mm. mais quand on est maman, voilà, ce moment aussi du bah, bébé est là, ça Oui. y est, quoi, on l'a fait. Il y a la fierté, il y a la joie, il y a tout plein d'émotions. Ouais. Euh, donc c'est vraiment très très beau. Mm. Peut-être que tu peux nous raconter comment ça va se passer en séjour de maternité. Mm. Donc là tu as c'est bon, tu remontes en chambre donc avec Gabriel et Charles. Oui. Tu as fait une tétée d'accueil donc est-ce que tu avais souhaité allaiter? Est-ce que comment ça s'est passé sur voilà sur ce nourrissage, sur ces premiers jours de vie? Et alors, ça, c'est pareil, l'allaitement, comme l'accouchement, on a plein d'idées et en fait, sur le tas, c'est complètement différent.
Donc j'ai fait cette fameuse tétée d'accueil qui s'est très bien passée d'ailleurs. On remonte en chambre et on m'explique que le bébé doit manger toutes les 2 heures ou quelque chose comme ça. Alors j'étais un peu dans les vapes, donc c'est ce dont je me rappelle. Et que de toute façon, cette nuit, il va être un peu stone parce que bon, il vient de venir au monde et qu'il est très fatigué. Voilà, donc là, dans mes souvenirs, je crois je me suis pas assoupie tout de suite. Il me semble que j'ai passé un moment à regarder mon bébé quand même, une bonne partie de la nuit, pendant que Charles ronflait, parce que alors lui, il était au bout de sa vie. Et moi, j'ai regardé ma petite merveille. Et puis en fait, j'avais du colostrum. J'avais déjà stimulé mon lait avant l'accouchement pour déclencher l'accouchement, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc, j'avais déjà un peu de colostrum, donc je les mettais au sein régulièrement. Et en fait, j'attendais ma montée de lait, mais il faut savoir que avec une césarienne, la montée de lait, elle est un petit peu plus longue. Donc, les 2 premiers jours, ça a été. Mais la deuxième nuit, ça a commencé à être un peu dur pour lui parce que j'avais pas beaucoup de lait. Donc, on a dû complémenter avec, alors je sais plus, du pepti, je crois, mais c'est du lait, il n'y a pas de protéines de lait dedans. Enfin, c'est vraiment comme le lait, enfin, comme le lait maternel, quoi. Donc, on lui donnait avec le petit doigt, puis avec la seringue, puis avec la petite paille, je sais plus comment ça s'appelle, ça aussi. C'était dur. Franchement, c'était dur parce que tu vois ton bébé avoir faim et en fait, toi, tu peux pas lui donner ce dont il a besoin. Donc, c'était très dur et en fait, c'était des nuits très agitées avec beaucoup de pleurs, du coup, beaucoup de stress, notamment de mon côté parce que ça fait bizarre hein, d'entendre son bébé pleurer les premières fois. On est oulala, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux le soulager? Ça fait de la peine. T'as envie de le prendre dans tes bras, mais ça suffit pas, quoi. Heureusement, on est tombé sur une auxiliaire puère de nuit qui était d'une douceur vraiment, c'était un ange, elle était adorable. Et en plus, quand on l'appelait, je pense que le bébé sentait qu'on se détendait. Du coup, il arrêtait de pleurer quand elle arrivait. Donc, on disait, bah, on est désolé, il nous fait mentir. Mais elle dit, non, mais c'est certainement parce qu'il sent que vous vous détendez, en fait. Et elle nous donnait des petites astuces pour essayer de le bercer différemment, tout ça. Et ce qui était marrant, c'est qu'on entendait tous les bébés qui étaient à leur deuxième, troisième nuit hurler en même temps que Gabriel dans le service. C'était vraiment la nuit de la Java pour tout le monde. Donc, on se sentait moins seul aussi. Mais c'était très particulier, hein. Les premières nuits, c'était vraiment très particulier. Et en fait, la troisième nuit, c'était insupportable de voir Gabriel comme ça. Donc, on est passé à un peu de lait artificiel. On a commencé à lui donner, on a fait un allaitement mixte en fait. Je lui donnais ce que je pouvais, ce qu'il voulait bien prendre, et je complétais avec du lait artificiel. Et en fait, il avait des petits problèmes de succion. Alors, ça arrive souvent quand ils ont la tête coincée dans le bassin, notamment avec la position qu'il avait, que ça dérègle un petit peu la mâchoire et que dans les premières semaines, il ait du mal à téter. Donc, ça aidait pas non plus du coup pour l'allaitement. Ce qui a fait aussi qu'on est passé plus rapidement sur un allaitement mixte. Et alors, à la différence des équipes de salle de naissance, les suites de couches, c'est un peu différent. Alors, on est bien accompagné aussi, mais je trouve que c'est différent. En fait, on nous a donné un paquet de dépliants à lire sur les premiers jours de vie du bébé, sur l'allaitement, sur le retour à domicile, sur comment s'occuper d'un bébé, en fait. Et on nous a dit, bon, vous faites vos devoirs et puis vous notez des petites questions, puis quand on passe, vous nous les posez. Et en fait, tu as la tête dans le guidon, enfin, tu viens juste d'accoucher. Charles, pareil, il était sur des nuages, quoi. Et en fait, on n'a pas envie de lire ces petits trucs, donc on dit oui, 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 oui. Et en fait, on n'a pas du tout regardé. Donc, ce qui fait qu'on ne s'est pas senti du tout accompagné, quoi. Et il faut savoir qu'elle passe une fois par équipe. Donc, on voit une personne le matin, une personne le soir. Et entre-temps, bah, tu te débrouilles. Ou t'appelles évidemment si tu as besoin. Mais comme, bon, j'imagine que comme on est un peu du métier, puis j'ai vu ma sœur aussi il n'y a pas très longtemps avec son bébé, donc ça va, on arrivait, on pataugeait, mais on arrivait quand même à s'en sortir. Mais c'est vrai qu'on s'est senti un peu livrés à nous-mêmes, quoi. Et en fait, au bout du troisième jour, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même regarder un petit peu ce qu'elles nous ont donné. Et effectivement, ça t'explique super bien les 3 premiers jours de vie du bébé. Tout ce que nous, on était là, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe et tout. En fait, c'était tout expliqué dedans. Mais juste, tu prends pas le temps de lire, t'as autre chose à faire, quoi. Ben oui. Voilà. Donc ça, c'était un peu le truc un peu bon, tu vois pareil sur l'allaitement, j'ai pas super bien été accompagnée au CHU. Alors, je l'ai pas du tout préparé en amont, ça, hein, c'est aussi ma faute. J'ai pas du tout préparé mon allaitement avant l'accouchement. Mais du coup, c'est le troisième jour postpartum, on me dit bon du coup, vous partez sur un allaitement exclusif ou pas?
Alors je dis, bah, j'aimerais bien, ou je sais plus, deuxième, troisième jour. Ah bon, bah alors il faut qu'on mette en place un tire-lait, mais du coup, la sortie demain, c'est pas possible, quoi. Alors que ça faisait déjà une semaine qu'on était au CHU, autant vous dire que j'avais envie Bah de oui. rentrer chez moi, quoi. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a un peu poussé à partir sur l'allaitement mixte, en fait. On s'est dit, bon, on est fatigué, bébé prend pas très bien, on veut rentrer à la maison, et puis c'est pas très grave, quoi. Mais bon, je me suis pas sentie super bien accompagnée, ni écoutée, ni comprise. Et du coup, je me suis vite culpabilisée sur, oh là là, j'allais pas mon bébé, quoi. J'allais pas mon bébé exclusivement. Du coup, c'est pas bon pour lui. Voilà. Et là, encore une fois, heureusement qu'il y avait une auxiliaire QR de jour qui m'a dit, attendez, c'est bon, vous faites votre maximum pour votre bébé, tout va bien. L'essentiel, c'est qu'il puisse manger, que vous ne soyez pas stressé. C'est ce qui sera le mieux pour votre bébé, quoi. Donc voilà. Et en fait, on a aussi eu un petit peu peur parce qu'il avait un petit début de jaunisse. Mais heureusement, c'est rentré dans l'ordre, donc on a pu sortir le quatrième jour. Voilà, une petite semaine au CHU avant de pouvoir rentrer à la maison. Enfin, voilà. Dis donc, Ouais, encore ouais. quelle aventure. Oui, c'est jamais fini, hein. Lui. Oui, bah oui, forcément. Et effectivement, on pense que l'accouchement, peut-être, c'est la finalité. On n'a pas forcément Ouais, anticipé l'après. exactement. Euh, sur cet allaitement, donc, t'as pas vu spécifiquement de conseillère en lactation qui est venue à l'hôpital. Est-ce que tu savais que ça existait? Peut-être ta sage-femme t'en avait Non, pas parlé. du tout. Non, non. Pas du tout. Ok. J'avais pas du tout fait mes recherches. Ouais. Hmm. Je partais comme ça, Donc, vraiment, on verra bien, et puis advienne que pourra, et voilà. Mais j'ai quand même pu l'allaiter 7 semaines environ. Donc voilà, je me dis, allez, c'est déjà ça de fait. C'est ce que j'ai pu lui donner et c'est déjà bien, quoi. donc, tu dirais aujourd'hui que tu es euh, je vais pas dire en paix avec le sujet, c'est quand même des mots un peu forts, mais finalement que tu as, voilà, t'as pu digérer cette émotion qui était un peu culpabilisante. Tu nous as parlé de culpabilité à un moment. Est-ce que maintenant c'est ok, t'es plus sereine par rapport à tout ça? Ben, moi, je trouve justement que le mot en paix, c'est plutôt juste parce que j'ai vachement culpabilisé par rapport à l'allaitement, hein. Les premiers jours, pareil, il prenait pas très bien à la maison. Du coup, j'ai vu avec ma sage-femme pour mettre en place des bouts de sein, ça allait mieux. Mais du coup, c'est pareil, tu donnes pas vraiment ton sein. Donc, il y a beaucoup de pression, je trouve, autour de l'allaitement. Et à la fois, heureusement qu'il y a certaines professionnelles qui te disent tranquille, tranquille, c'est quand même déjà bien, tout ça. Donc, ouais, non, j'ai culpabilisé beaucoup jusqu'à l'arrêt de l'allaitement. Et d'ailleurs, même pour arrêter d'allaiter, ça a été, je trouve, une grosse décision. Vraiment un cap, je trouve, dans le postpartum. Parce que à la fois, tu as l'impression d'être un peu égoïste parce que tu as l'impression de priver ton bébé de quelque chose de bon parce que j'aurais pu continuer. J'avais une baisse de lactation, mais je sais qu'il y a des choses à faire pour stimuler le lait. J'aurais pu faire appel à une conseillère en lactation. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai eu besoin de retrouver mon corps parce que le postpartum a été particulièrement difficile par rapport à l'image du corps pour moi. Et donc, je me suis dit, là, j'aimerais bien retrouver mon corps. Je l'ai arrêté un mois. Bon, là, j'ai une baisse de lactation. Est-ce que c'est pas le moment, justement, pour moi de faire un stop? Et en même temps, je me suis dit, si dans 3 jours, j'ai envie de l'allaiter, je l'aurai plus dans la position d'allaitement, je l'aurai plus tout contre moi, tout petit. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment mal vécu, mais qui s'est estompé Hmm. avec les jours. Voilà, j'ai créé un lien différemment avec le biberon, et puis au moins, je pouvais beaucoup plus passer la main à Charles, donc c'était aussi vraiment mieux pour moi. Et j'ai enfin récupéré mon corps, donc maintenant, je peux dire que je suis en paix avec ça, oui. Aujourd'hui, ouais. Seulement aujourd'hui. Ouais, ouais. Et en même temps, c'était il y a que 2 mois. C'est Donc ça. finalement, dans quelques années, tu te diras, en fait, si ça a été rapide, j'ai Oui, été en paix rapidement. Mais oui, c'est vrai que quand on le vit, et je te remercie de souligner cette ambiguïté ouais, quand on est parent à mmh, chaque fois, de se dire, est-ce que je dois faire ça? C'est de ma responsabilité. Si je le fais, est-ce qu'on ouais, va me le reprocher? Mais si je le fais pas, est-ce qu'on va me le reprocher c'est ça. aussi? Et c'est quelque chose qui va suivre toute la Ouais, parentalité, je j'ai trouve. compris ça, ouais, Euh, ouais. voilà, quand ils sont malades, à quel moment est-ce que je dois l'emmener chez le médecin ou pas l'emmener? Ouais, Euh, c'est, ouais, cette responsabilité par moment, vraiment, ouais. Mmh. elle peut être lourde. Est-ce que tu dirais elle est équitable avec Charles ou que
c'est ton ressenti plus à toi? Non, c'est quand même plus mon ressenti, hein. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui incombe à la maman, quoi. C'est c'est un poids qu'on a sur nos épaules à nous, quoi. C'est vraiment notre décision, parce que même Charles, tu vois, il me dit, bah, en fait, c'est toi qui vois, quoi. Moi, je peux pas, si tu veux l'allaiter, si tu veux qu'on aille au bout et si tu veux qu'on mette des choses en place, il dit ça, c'est toi, quoi. Je peux pas me dire, ah non, je veux pas que t'allaites parce que je veux donner du biberon, ou alors, si, il faut que t'allaites parce que c'est ce qui est bon. À aucun moment, il a eu ce genre de propos, quoi. Il a vraiment toujours essayé d'être le plus présent possible dans ma prise de décision, mais c'était quand même ma responsabilité, quoi. Voilà. Hmm. Et c'est ok si on en voilà si on en prend conscience et que on peut au Ouais, moins en parler, je trouve, ouais, et même si l'autre finalement c'est du respect de toi aussi et de ton exactement. corps et de ce que Mm, tu veux, ça rassure. C'est plus une culpabilité, mais en pas tout du tout, cas ouais. une liberté de choix. C'est ça, moi je l'ai plus Et ça, vécu comme ça que je l'ai pas du ouais, tout vécu comme un poids. C'est à la fois c'est responsabilisant et à la fois tu te dis bon ben je me sens quand même écoutée, respectée dans mon corps, dans mes décisions et en tant que maman parce que bah on est quand même mm, la maman donc on a vraiment cette place malgré tout malgré le rôle du papa qui est indispensable, bah on est quand même la maman quoi. Donc, ouais. Non, non, je me suis sentie très soutenue, très écoutée et on peut parler de tout avec Charles, donc c'est vraiment un plus, quoi. Vraiment. mm. Mm. C'est hyper beau. Ouais. J'aurais peut-être deux petites questions. Ce rapport au corps dont tu nous as parlé, Ouais. est-ce que tu là encore, tu as été accompagnée ou est-ce que c'est toi toute seule progressivement? Comment t'es avec ça aujourd'hui? Mm. Première question. Et deuxième question, si demain il y avait un autre bébé, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment de par cette Mm. expérience ou pas? Alors, le rapport au corps. Alors, la première chose qui a été difficile, c'est de se voir dans le miroir en rentrant à la maison, parce que CHU, on n'a pas de miroir. Enfin, il y a un petit miroir dans la salle de bain, mais il n'est pas du tout suffisant. Je voyais pas mon ventre, en fait. Et j'ai pris une grosse claque en rentrant parce que ben déjà la nostalgie de se dire bah ce ventre est vide. Maintenant il n'y a plus de bébé. Alors je l'ai dans mes bras et c'est encore mieux. Mais ouah, ça fait bizarre quoi. Il est plus dans notre ventre. Donc ça a été dur. La deuxième chose c'est mon corps. Mon corps il a changé quoi. J'ai plus mon corps de quand j'avais 20 ans, même juste avant la grossesse quoi. Et en fait je crois qu'on se fait tous un peu cette réflexion. C'est mais de quoi je me plaignais avant quoi. En fait de quoi je me plaignais. Sérieusement, j'avais encore ferme, plat, tu vois. Et j'en ai parlé avec ma grande sœur Camille. Elle m'a dit, t'inquiète, on passe toutes par là et après ça passe. Et en fait, il faut juste laisser le temps faire. Mais c'est vrai que moi, je suis très active. Et il a fallu que je laisse le temps à mon corps de se remettre de tout ça. Et ça a été très difficile. Parce que notamment quand on vit une césarienne, bah, le postpartum, il est douloureux, très douloureux. Et en fait, il faut vraiment prendre soin de son corps dans la mesure du possible parce qu'on s'occupe quand même d'un bébé, mine de rien. Mais tu vois, on se lève bah, doucement, on a mal au ventre, on a mal au dos, on peut pas porter plus lourd que notre bébé. Donc, bah, pour faire le reste à la maison, c'est compliqué, on peut pas faire le ménage. Mais en même temps, on a un peu envie de reprendre notre vie aussi. Et en fait, il faut vraiment laisser le corps reprendre sa place et ça prend du temps. Et même encore là, à 2 mois postpartum, bah, c'est pas encore ça. Alors, j'ai perdu beaucoup de poids quand même, mais j'ai pas encore retrouvé mon corps d'avant. Et malgré que je sais pertinemment que c'est normal, parce que c'est encore tôt, bah, ça va pas assez vite pour moi. Donc c'est un peu dur. Mais bon, voilà, après, je fais mon chemin. Charles aussi, il m'écoute beaucoup là-dessus, il me rassure énormément en me disant que voilà, je suis toujours belle, j'ai toujours un beau corps, tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut que ça fasse son chemin. Je vais pas tarder à commencer la rééducation du périnée et la rééducation abdominale, donc ça va jouer aussi. Et puis, il y a des choses plus importantes, il faut prendre le temps et c'est pas grave, quoi. Mais ça, c'est vrai que ça m'a été difficile. Et même par rapport à l'allaitement, hein, la poitrine qui change, tout ça, ouais, c'est dur. Mais bon, c'est aussi le passage de la vie dans son corps et c'est beau quoi. Même la cicatrice me dérange pas du tout parce que c'est la cicatrice de mon bébé, donc c'est pas du tout un problème. Mais voilà, il faudrait qu'elle s'estompe un petit peu avec le temps. Donc ça c'est pareil, on laisse le temps faire. Et pour répondre à ta deuxième question, ouais, il y a des choses que je ferais différemment. Je pense que je lâcherais un peu plus prise maintenant que je sais ce que c'est. Maintenant que j'ai vécu l'accouchement, je pense je serais plus sereine. D'autant plus que je suis tout à fait capable d'accoucher par voie basse encore, malgré la césarienne. Donc,
Donc, je me mettrai pas la pression, je pense. Et peut-être que je préparerai un peu plus l'allaitement, mais pareil, je veux pas trop me mettre la pression encore une fois parce que je fais toujours autant confiance à mon corps. Il m'a prouvé que j'étais capable de le faire malgré tout. Donc, peut-être un peu moins d'appréhension, c'est tout. Voilà. Et Hmm. peut-être que je ferai appel à une doula. Parce que du coup, Ah. ouais, parce que c'est vrai que dans le postpartum ou même le prépartum, en fait, ça peut être d'un grand soutien. Surtout quand on a des questions ou qu'on a des petits coups de blues. Ouais, ça pourrait être un truc. Mais bon, tu seras peut-être là à ce moment-là, donc Oui, alors pour ceux qui nous écoutent, effectivement, il y a de la distance géographique ouais, entre ma sœur et moi qui fait que je suis pas autant présente que je pourrais l'être si j'étais à côté. Mais ouais, merci de souligner ça. C'est vrai que le rôle des doulas, c'est ça, ouais. c'est de venir soutenir, de permettre de déposer comme tu viens de le faire aujourd'hui. Euh, est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose avant qu'on termine cet entretien? Bah juste que faire un bébé, c'est pas rien. La grossesse, c'est pas rien. Et que je comprends toutes ces jeunes filles qui veulent avoir des bébés très, très vite, très, très tôt. Et c'est une très bonne chose, mais il faut vraiment bien réfléchir parce que ça bouleverse une vie. Et qu'après, ben, et c'est pas juste un petit poupon qu'on cajole et qu'on nourrit de temps en temps, c'est beaucoup de travail. Et c'est vraiment ça prend beaucoup de temps, quoi. C'est pas juste un jouet. Donc il faut bien réfléchir, mais franchement, j'ai une pensée à toutes les mamans enfin, toutes les femmes, pardon, qui peuvent pas malheureusement être maman, parce que j'ai eu la chance, moi, d'avoir pu donner la vie. Donc, je pense très fort à ces mamans-là et notamment à mon amie Elodie qui malheureusement n'a pas pu avoir d'enfant. Et c'est là que je vais verser ma petite larme. Je souhaite beaucoup de courage à toutes ces mamans et je souhaite à toutes les femmes qui veulent des enfants d'avoir des enfants parce que c'est vraiment une chose extraordinaire à vivre. Et personnellement, malgré cette sacrée aventure, c'était extraordinaire et merci la vie parce que si je pouvais le revivre tous les jours, je le referais sans hésiter. Voilà. Et merci à vous de m'avoir écouté. Merci Eh ben, beaucoup. écoute, c'est avec plaisir et beaucoup d'émotions. Merci pour cette pensée, effectivement, à peut-être des personnes qui nous écouteront et qui n'ont pas eu la chance, Mhm. ou aussi ces personnes qui ne font pas le choix d'être Bien maman, sûr. mais qui écoutent nos Et c'est un histoires. choix tout à fait respectable, hein, bien sûr. Voilà, je crois que tout est respectable du temps que c'est fait avec choix et conscience Exactement. et rien n'est définitif non Bien plus. sûr. On peut avoir des choix à un moment et en changer et c'est OK. Bien sûr. Donc merci pour ce beau témoignage. Merci Lindsay d'avoir été en soutien et en écoute. On Mm. va aller sortir les petits mouchoirs là maintenant. Allez, je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée, peu importe au moment où vous écouterez cet épisode. Je vous dis à très bientôt et puis je vous embrasse plein de douceur à toutes. Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.